Comme beaucoup d'événements collectifs, ces journées d'études sont nées de rencontres. Ces rencontres se sont produites entre plusieurs chercheuses et chercheurs, principalement des anthropologues et un historien, qui résident ou ont résidé à Marseille, qui travaillent sur, depuis et dans des espaces dits d'outre-mer et qui s'intéressent aux questions liées au corps et à la santé. Dans notre belle ville de Marseille, très tournée vers la Méditerranée, nous nous sommes rencontrés plus ou moins fortuitement, heureux et heureuses de pouvoir échanger autour de nos terrains, de nos pratiques de recherche, de nos références, de nos questionnements. Mettre en commun, questionner des expériences de recherche dans des espaces qui ont des similarités, qui connaissent également de grandes différences, mais qui partagent une histoire commune et une relation à un hexagone, ancienne métropole coloniale. Une première collaboration s'est nouée dans le cadre du festival Aosis, entre Harry, qui a étudié l'identité guadeloupéenne à travers les mouvements sociaux, ainsi que les trajectoires LGBTQI antillaises et afrodiasporiques, Gabriel Girard, sociologue spécialiste de la santé LGBT, et moi-même. Et cette rencontre a abouti à une journée d'études en juin 2023 intitulée « Genre, sexualité, migration, racisation et santé ». Cette journée de présentation de travaux scientifiques s'est déroulée dans le cadre ouvert d'un festival intersectionnel queer et inclusif, à un public plus large que seuls des universitaires, comme c'est le cas aujourd'hui. Lors de cette journée de 2023, nous avions traité de corps, de race, de sexualité, de migration, mais la construction historique coloniale de la santé et ses héritages contemporains, ainsi que des regards depuis les Outre-mer, nous ont fait défaut pour comprendre certaines des constructions coloniales et raciales du genre et des sexualités. Dans le comité d'organisation que nous formons aujourd'hui, ces questionnements, leurs liens à l'histoire sont importants, sinon centraux, dans nos travaux sur la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, espaces dans lesquels nous menons nos recherches. Parler de pouvoir, de processus de créolisation, d'inégalités structurelles, mais également de problèmes de définition de ce que l'ancienne métropole coloniale continue de qualifier les territoires d'outre-mer, font partie de nos conversations fertiles. Au début de mon contrat doctoral, dans ma thèse que je suis en train de faire actuellement, j'étudie les mobilisations de lutte contre le sida en Guyane. SIDAction, qu'on remercie, a attribué une aide aux équipes à mes laboratoires, comportant une enveloppe pour organiser un événement scientifique. Ce coup de pouce nous a offert la possibilité d'élargir nos discussions. Au départ, sur le coin d'une table de bistrot, avec Samuel Tracol, qui réalise une thèse en histoire sur le bagne en Guyane, nous avions évoqué la possibilité et l'intérêt d'organiser un tel événement en Guyane. Mais nous avons rapidement écarté l'idée pour une raison principale, matérielle, le passage obligé par l'Hexagone pour les participants venant de l'océan Indien ou du Pacifique multipliait les coûts. Il faut savoir que nous sommes majoritairement des chercheuses et chercheurs au statut précaire, doctorants ou post-doctorants. Ces journées se déroulent donc là où est née l'idée, à Marseille et non pas à Paris. Nous avons discuté de balises géographiques, et ceci même après la réception des propositions de communication. Comme de nombreuses personnes des pays que constituent les différents territoires d'outre-mer, nous avons un malaise avec ce terme, hérité de la colonisation. Nous nous sommes posé la question de quelle définition des outre-mer, politique, administrative, historique. Nous avons fait le choix d'ouvrir ces journées à tous les espaces qui, actuellement, maintiennent un lien politique et administratif avec l'État français et son système de santé. La catégorie outre-mer, au pluriel, au-delà du cadre administratif, induit un rapport d'un centre avec sa périphérie, une vie chère, des contestations. C'est un processus avec des circulations qui sont signifiants dans le cadre de la santé. Cette difficulté à utiliser ce mot, le malaise qu'il suscite, sans avoir d'alternative satisfaisante, soulève un quelque chose qui nous échappe, qui rend compte de liens, de processus communs entre plusieurs espaces qui ont des géographies très diverses avec un centre, la France, qui, au-delà d'un hexagone, garde une fonction de métropole. Les travaux de sciences sociales et de sciences politiques, depuis longtemps, s'intéressent aux mutations administratives de la période postcoloniale dans ces espaces. Les travaux font discuter les expériences ultramarines sur les résistances, les politiques d'assimilation, traitent des services de l'État comme les préfectures, l'éducation, les langues, les migrations privilégiées. Ici, nous proposons de discuter de corps et de santé. Nous avons eu l'envie d'ouvrir nos discussions à des personnes qui travaillent sur et depuis ces espaces pour enrichir nos perspectives. Nous avons donc construit pas à pas un appel à communication auquel ont répondu les personnes que vous allez entendre aujourd'hui et demain. Nous avons pensé ces journées pour croiser les regards sur la santé, à la fois sur la corporéité, les épidémies, mais aussi les questions de santé environnementale depuis les travaux de Ruby Lecoq sur le chlordécone et les formes d'agentivité et de résistance avec les travaux de Blandine Sala sur l'utilisation
des plantes médicinales en Guadeloupe. Ces journées sont donc l'occasion d'écouter des personnes qui produisent des travaux de recherche qui traitent de santé, de corps, de maladies, de poisons et de remèdes dans ces espaces ultramarins. Il nous a paru important de croiser les disciplines de sciences humaines et sociales, histoire, anthropologie, sociologie, droit, de croiser les regards et de mettre en discussion ce qui lie ces espaces. Ces journées ne sont pas et ne tentent pas de faire un recensement de toutes les initiatives de ce champ de recherche sur la santé dans les Outre-mer. Elles sont le résultat d'un travail collectif, d'un comité d'organisation, épaulé d'un comité scientifique et des chercheurs et chercheuses qui ont eu accès à notre appel, qui ont voulu et ont eu le temps de faire dialoguer leurs travaux avec la problématique de nos journées. Nous avons demandé à tous les intervenants un effort de clarté afin que tout le monde puisse en tirer quelque chose, en sachant qu'il est aussi nécessaire d'être précis et d'avoir des débats exigeants entre nos disciplines. Dans ces journées, il ne s'agit donc pas de faire œuvre de vulgarisation, mais d'ouvrir ces espaces de discussion au-delà de l'université. Donc, comme Charles te disait, cette journée, elle résulte de conversations entre nous. Il en est de même pour la question de recherche transversale que nous avons retenue, puisque en tant qu'anthropologue de département d'Outre-mer et qu'historien de la Guyane, nous accordons toutes et tous une place importante au passé esclavagiste et colonial, qui a façonné ces territoires et que nous étudions au travers des traces que ça a laissées dans la période contemporaine. Au-delà des 3 colonies départementalisées sur lesquelles portent nos recherches et au-delà du cas de la Réunion également, l'essentiel des autres collectivités et pays d'outre-mer est également constitué d'anciennes colonies françaises, envahies plus tardivement, selon des modalités singulières. En découvrant les recherches des unes et des autres, et en élargissant la focale de nos réflexions individuelles, nous en sommes venus à interroger ces diverses situations que recouvre l'appellation Outre-mer. De ce fait, nous nous inscrivons indirectement dans des débats politiques et académiques nationaux et transnationaux sur le fait colonial et ses conséquences au long cours, en contexte français, mais aussi à l'ultra-périphérie de l'Hexagone, pour reprendre la terminologie européenne. Sans partir de la mobilisation des études postcoloniales ou décoloniales, nous avons décidé de nous mobiliser plus précisément et plus modestement sur nos terrains et thématiques de recherche, transposer les questionnements soulevés par les approches aux Outre-mer. 4 d'entre nous s'intéressant aux questions de santé, c'est à travers ce prisme que nous avons proposé aux intervenantes et intervenants de réfléchir à ces thématiques avec nous. La question transversale que nous avons définie de ce fait consiste à savoir comment les rapports de pouvoir institués par les différentes colonisations ont-ils durablement impacté la santé des corps colonisés ou post-colonisés pour ce qui concerne la période contemporaine. Cette problématique transversale implique d'identifier la manière dont la colonisation a affecté la santé de la population des sociétés coloniales. Cela concerne les inégalités institutionnalisées par les lois qui ont instauré des distinctions de statut, ainsi que l'instauration de médecine coloniale. Face à l'imposition d'un cadre foncièrement inégalitaire, l'analyse des logiques de domination doit aller de pair avec la prise en compte des formes d'accommodement, de résistance et d'agentivité qui passent par des techniques du corps et médicales subalternes. Les modalités de sortie du statut colonial prévues par la Constitution française, qui oscillent entre, on va dire, 2 principes, la mise à égalité d'un côté et la reconnaissance de spécificités anthropologiques de l'autre, et aussi, 3e point, la reconnaissance d'une autonomie économique, politique et juridique plus ou moins forte doivent être prises en compte. Pour ce qui concerne la période contemporaine, la question se pose donc de savoir quelles formes d'inégalité se reproduisent en matière de santé et à quels risques spécifiques les conditions post-coloniales de ces territoires d'outre-mer, et je me suis perdu dans les lignes et je savais qu'il ne fallait pas que je reste sur ce logiciel. La question se pose donc de savoir quelles formes d'inégalité se reproduisent en matière de santé et à quels risques spécifiques les conditions exposent les corps des citoyens français des Outre-mer. Sous-équipement technique, les diverses expérimentations et les dérogations au droit commun qui ont rendu possible divers scandales sanitaires sont autant de manifestations du rapport de pouvoir qu'implique la relation de dépendance que la France maintient avec ses Outre-mer et de leurs conséquences tangibles sur les corps et la santé.
L'ensemble des panels et tables rondes exposent des situations passées ou présentes, tout en rendant compte de la façon dont les rapports de pouvoir imposés par la colonisation ou le cadre institutionnel postcolonial exposent les corps à des risques sanitaires dont se prémunissent les acteurs. Nos journées d'études interviennent dans un contexte qui est marqué par des crises politiques, sociales et humanitaires majeures au sein des territoires et départements d'outre-mer français, questionnant le rapport politique les reliant à leur métropole. Partout, les crises de différentes natures percutent les populations sur le plan sanitaire, alors qu'elles sont déjà fragilisées par la nature postcoloniale des structures sociales et économiques de ces différents territoires. La dégradation, voire l'effondrement des systèmes de santé, nourrit les contestations du rapport à la France hexagonale, de moins en moins perçu comme un cadre politique protecteur. Ainsi, le 13 mai 2024, le projet de loi constitutionnelle dégelant le corps électoral en Kanaky, Nouvelle-Calédonie, déclenche une vague de révolte qui conduit à la mort de 14 personnes, l'arrestation de plus de 2600 individus et plus de 2 milliards d'euros de dégâts matériels, incluant plusieurs centres de soins. Le 14 décembre de la même année, le cyclone Childo dévaste l'archipel de Mayotte, rasant presque intégralement ces quartiers informels dont la population est estimée à plus de 100 000 personnes, coupant les réseaux d'eau potable et d'électricité et nécessitant l'installation d'hôpitaux de campagne. Le bilan humain officiel fait état de plusieurs dizaines de morts, même si celui-ci reste largement discuté. Le 28 février 2025, c'est au tour de la Réunion d'être frappé par le cyclone Garance qui tue 5 personnes et dévaste une large partie de l'île. Le 11 mars, la Cour administrative d'appel de Paris condamne l'État à indemniser les victimes démontrant un préjudice moral d'anxiété pour avoir été exposées au chlordécone dans les Antilles françaises. Depuis août dernier, près de 100 000 Réunionnais et Réunionnaises ont été contaminés par le chikungunya, soit un habitant et une habitante sur 9. La maladie infectieuse transmise par le moustique tigre a déjà fait 7 morts, dont un bébé âgé de quelques semaines. Durant la seule semaine du 24 au 30 mars, ce sont 6 289 personnes qui ont été touchées par la maladie. À l'évidence, un tel contexte est bien plus qu'une toile de fond pour les travaux qui s'ouvrent ce matin. Et aux travaux universitaires passionnants qui vont succéder durant ces 2 journées, nous avons souhaité y adjoindre, grâce à notre collègue Isabelle Merle, un temps consacré à la Kanaky Nouvelle-Calédonie, en donnant la parole à Ricardo Poewi, patient, Cécile Carzola, médecin, et Brigitte Wapp, journaliste. Nous les remercions toutes et tous vivement. Alors bien, un événement de cette nature soulève toujours la question du lieu. Charlotte en parlait, évidemment. Marseille correspond à la communauté de travail que nous avons liée dans notre organisation, mais c'est tout sauf une ville neutre dans le sujet qui nous amène aujourd'hui. C'est bien connu, mais il convient de le rappeler, Marseille et son port occupent une place éminente dans l'empire colonial français, notamment à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. En 1912, ainsi, Marseille concentre 52% du commerce colonial français. Et à son apogée dans l'entre-deux-guerres, le commerce colonial représente à lui seul plus de 40% du trafic du port de Marseille. Le trafic vers l'océan Indien, Pacifique et Atlantique étant équivalent au seul trafic méditerranéen. Port mondial, donc, Marseille était aussi le 4e port de passagers à l'échelle internationale durant la première partie du XXe siècle, avec une centaine de lignes en activité en 1950. Cette activité portuaire coloniale ne s'effondre pas après les indépendances. Ainsi, le principal armateur français, la CMA-CGM, 3e armateur mondial, emploie à Marseille, qui abrite son siège, à portée de vue du Pharo, on le verra ce midi, 6 000 personnes. L'entreprise a effectué un chiffre d'affaires de 24 milliards d'euros l'année dernière. Un bénéfice de 24 milliards d'euros. Le groupe est en situation de quasi-monopole dans les Outre-mer, exportant ainsi 100% des bananes de Guadeloupe et de Martinique. Cette culture impériale se manifeste tout au long de l'histoire portuaire de Marseille sur le plan sanitaire, par l'installation de nombreux établissements autour du port, hôpitaux, intendances, lazarets, stations sanitaires, qui feront l'objet de notre conférence baladée de ce midi. La suprématie de la ville de Marseille en matière de santé coloniale est confirmée par l'installation en 1905 de l'école d'application du service de santé coloniale, plus connue sous le nom d'école du Pharo, et dans laquelle nous nous trouvons pour ces journées. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet et de notre première table ronde, quelques remerciements, nombreux en fait. D'abord, on tenait à remercier chaleureusement les membres de notre comité scientifique,
nombreuses et nombreux qui ont participé à la conception de cet événement, de cet argumentaire, ainsi qu'à son organisation. Et vous aurez l'occasion de rencontrer la majorité d'entre eux, présents soit aujourd'hui dans cette salle, soit en distanciel, dont vous aurez le plaisir d'entendre les travaux, de participer à cette conférence promenée ou à l'occasion des conclusions. On tenait également à remercier Liam Lancréo pour avoir accepté d'intervenir et de venir donner un éclairage de santé publique aux conclusions de cet événement qui est plutôt à majorité de sciences humaines et sociales. On remercie également les copains, copines, amis, collègues qui sont venus aujourd'hui et depuis quelques jours bénévolement donner un coup de main pour que vous soyez accueillis dans les meilleures conditions possibles. Donc merci beaucoup à vous pour le travail gratuit. On souhaitait évidemment remercier toutes les institutions et laboratoires et associations qui ont rendu possible cet événement. On le disait, nos activités de recherche depuis des territoires ultramarins ou sur des territoires dits d'outre-mer conduit à des situations aussi d'éloignement géographique, d'isolement des chercheurs. Et donc une volonté en organisant cette journée, c'était aussi de faire en sorte que nous qui avons l'habitude de travailler ensemble à distance, on puisse se retrouver dans un même espace, autour de ces conférences, dans cette salle, autour d'un café, etc. Et donc ça n'aurait pas été possible sans de l'argent, en fait. Donc on remercie toutes les personnes qui ont financé cet événement, donc nos laboratoires, l'URMI, Aix-Marseille Université, l'ISPAM, l'IRISO, le CESTIM, IDEAS, l'école doctorale 355, ainsi que le laboratoire Cercle, et j'espère n'avoir oublié personne. Et on remercie également les associations et institutions qui nous ont également aidés financièrement, notamment SIDAction, la plateforme SHS Santé et l'ANRS. Peut-être pour terminer, remercier également les équipes du Pharo, des lieux dans lesquels on se trouve, qui nous ont aidés depuis quelques jours aussi à organiser la logistique, à faire en sorte que le site soit accessible aux personnes à mobilité réduite et qui continueront pendant les 2 prochains jours à assurer le bon déroulement des événements. Donc merci à vous tous. Grâce à vous, ce dialogue est possible, cette rencontre est possible et on espère qu'elle donnera lieu aussi à potentiellement d'autres projets, d'autres collaborations. Vous dire aussi que dans les jours qui viennent sera mis en ligne un appel à articles d'un numéro qu'on va coordonner sur anthropologie et santé, basé sur l'argumentaire qui a été celui de l'organisation de cet événement. Et donc, on vous invite toutes et tous à le consulter, à contribuer. Voilà, vos participations sont les bienvenues et elles dépassent en fait les intervenants de ce colloque. Donc, on aimerait beaucoup avoir plein de propositions. Voilà.